Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que révèlent les études actuelles sur l'extraction des dents de sagesse à visée préventive et surtout à quel moment il est réellement indiqué de procéder à leur avulsion. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous serez en mesure d'établir un diagnostic sur les indications d'extraction des dents de sagesse appuyées par les nouvelles études scientifiques. Salut, c'est Dr. Chicha Smile. Bienvenue sur ma chaîne destinée aux chirurgiens dentistes, le meilleur endroit pour rester à jour, continuer à vous former et apprendre plein de tips. Pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater sur les prochaines analyses cliniques basées sur les dernières données scientifiques. Faut-il extraire les dents de sagesse ou les conserver? Je vous propose un parcours décisionnel basé sur la littérature 2020-2025, exprimé simplement pour pouvoir l'appliquer au cabinet. Qui est vraiment concerné par les dents de sagesse? La question des dents de sagesse incluses concerne une part importante de la population adulte jeune. Une méta-analyse internationale publiée fin 2024 regroupe des données issues de plus de 136 000 patients, met en évidence que 36,9% des personnes présentent au moins une dent de sagesse incluse. Si on analyse dent par dent, 46,4% des dents de sagesse sont impactées, c'est-à-dire qu'elles ne parviennent pas à émerger totalement dans l'arcade. Le pic d'inclusion des dents de sagesse se situe entre 18 et 25 ans, période charnière où les décisions thérapeutiques, surveillance, extraction ou abstention doivent être posées de manière rigoureuse. C'est également à cet âge que le développement des racines est généralement achevé et que la croissance osseuse mandibulaire est stabilisée, influençant directement la capacité d'éruption des dents de sagesse. Que risque-t-on si l'on conserve une dent de sagesse incluse? Conserver une dent de sagesse incluse, qu'elle soit totalement ou partiellement enfouie, n'est jamais une décision anodine. L'absence de symptomatologie apparente ne signifie pas pour autant qu'il n'existe aucun risque pathologique associé. Plusieurs complications bien documentées doivent être connues pour poser un diagnostic éclairé. La première, carie distale de la deuxième molaire, donc la dent juste avant, un risque majeur lié à l'inclusion mésio-angulaire. La proximité anatomique entre la dent de sagesse incluse et la face distale de la deuxième molaire favorise la rétention alimentaire et donc la stagnation bactérienne. Une cohorte prospective publiée en 2024 a démontré que le risque de carie distale sur la deuxième molaire, donc la dent juste avant, est multiplié par 5,1 lorsque la dent de sagesse est incluse avec un angle mésio-angulaire. Cette configuration est particulièrement propice à l'accumulation de biofilms sous-gingivales, souvent inaccessibles au brossage classique. Ensuite, la dégradation parodontale distale de la fameuse seconde molaire, la dent juste avant, qui est un impact osseux irréversible. Au-delà de l'âge de 30 ans, la présence d'une dent de sagesse partiellement incluse est fortement corrélée à des lésions parodontales. Plusieurs études longitudinales rapportent qu'une augmentation significative des défauts osseux, supérieure à 3 mm sur la face distale de la deuxième molaire, lorsque la dent de sagesse n'a pas été extraite, est retrouvée. Ce phénomène est accentué par l'inflammation chronique liée à la communication avec le milieu buccal. Les dents de sagesse qui sont partiellement incluses sont également le siège fréquent de péricoronarites récidivantes, souvent douloureuses et difficiles à gérer à long terme. Ces épisodes inflammatoires peuvent évoluer vers des cellulites cervico-faciales, nécessitant parfois une hospitalisation dans les cas vraiment très graves. Sur le plan lésionnel, la littérature fait état d'un risque de kyste dentigère dans 2 à 6% des cas, ainsi que de tumeurs odontogènes bénignes inférieures à 1%, comme les amyloblastomes dans les inclusions anciennes non surveillées. Pourquoi ne pas extraire toutes les dents de sagesse systématiquement? Bien que la dent de sagesse puisse être à l'origine de complications notables, comme on vient de voir, lorsqu'elle est incluse, la stratégie d'extraction systématique chez les patients asymptomatiques reste quand même aujourd'hui largement remise en question par la littérature scientifique. En cas d'absence de preuves scientifiques robustes pour les dents de sagesse asymptomatiques, il est préférable de ne pas les extraire. Selon la revue Cochrane actualisée en 2020, l'une des plus rigoureuses méthodologiquement dans le domaine médical, conclut qu'il n'existe actuellement aucune preuve de haute qualité justifiant l'extraction prophylactique d'une dent de sagesse asymptomatique et indemne de toute pathologie. En d'autres termes, l'acte chirurgical ne doit pas être motivé par une logique systématique, mais bien par une évaluation personnalisée du risque. Un risque de sous-traitement non négligeable. Une modélisation statistique issue de la revue Cochrane estime que parmi 10 000 dents de sagesse extraites à visée préventive, environ 6 000 auraient pu ne jamais poser de problème clinique, à condition d'être simplement surveillées. Cela représente un taux quand même de surtraitement de 60%, avec toutes les conséquences que cela implique, douleur post-opératoire lors des extractions, risque anesthésique,
Complications chirurgicales, alvéolite, paresthésie, sans bénéfice prouvé pour le patient. Et du coup, quand faut-il extraire une dent de sagesse? L'extraction d'une dent de sagesse est clairement indiquée dans les situations suivantes. Infection aiguë ou péricoronarite récidivante. La dent de sagesse, notamment lorsqu'elle est partiellement incluse, est souvent le siège de foyers infectieux récurrents. Ces épisodes douloureux peuvent évoluer vers les cellulites ou des abcès, comme on a vu précédemment, justifiant une avulsion curative. Carie sur la dent de sagesse ou sur la deuxième molaire adjacente, on l'a vu aussi précédemment, lorsque l'éruption partielle ou la position mésioangulaire de la dent de sagesse rend son hygiène impossible. Et donc le risque carieux augmente significativement. La lésion peut atteindre la face distale de la dent adjacente, donc de la seconde molaire, compromettant son pronostic à long terme. Défaut osseux ou poche supérieure à 5 mm en distale de la deuxième molaire, la présence d'une dent de sagesse incluse peut induire une perte d'attache distale avec formation de poche parodontale profonde, difficilement récupérable une fois installée. Et lésions pathologiques associées, présence d'un kyste dentigère, d'une résorption radiculaire de la seconde molaire ou encore obstacle à un traitement orthodontique ou prothétique futur. Cela constitue des indications d'extraction préventive parfaitement justifiées. Du coup, quand peut-on les conserver? Ou pratiquer juste une coronectomie? Dans certains cas, la dent de sagesse incluse ou semi-incluse peut être conservée, mais bien sûr sous surveillance, voire effectuer juste une coronectomie, si son extraction complète présente des risques neurologiques élevés. Les critères de conservation sont précis. Patient de 30 ans, asymptomatique avec une dent de sagesse en position verticale ou légèrement distale, sans signe d'inflammation ni pathologie associée, et avec un parodonte sain en distale de la seconde molaire. Proximité critique avec le nerf alvéolaire inférieur, objectivé au CBCT. Dans ce cas, une coronectomie, section de la couronne avec conservation des racines, peut être indiquée pour limiter le risque de paresthésie. Une surveillance radiologique à 6 mois, puis annuelle, est alors recommandée. Le suivi rigoureux est indispensable. Toutes les dents de sagesse conservées doivent faire l'objet d'un suivi écrit systématique, incluant un examen clinique et une imagerie panoramique ou CBCT, dans les 12 à 14 mois, avec traçabilité dans le dossier médical du patient. Ce suivi est essentiel pour détecter précocement toute évolution pathologique silencieuse. En résumé, voici un arbre décisionnel simple. Si la dent de sagesse présente des symptômes ou une pathologie avérée, infection, carie, défaut osseux, kyste, résorption, extraction totale planifiée. Si on a une asymptomatologie avec facteur de risque majeur, axe mésioangulaire, poche supérieure à 5 mm, hygiène difficile ou en post-orthodontie, là on discute avec le patient et potentiellement extraction préventive si le patient l'accepte. Troisième solution, asymptomatologie sans facteur de risque évident. Le patient a moins de 30 ans, si la position est favorable, alors là on effectue un suivi régulier, surveillance clinique et imagerie 12 à 24 mois. Si l'axe est défavorable, mais avec une absence d'espace ou un suivi difficile, alors là on peut effectuer une extraction préventive ou une germectomie. Et si le patient a plus de 30 ans, avec proximité du nerf, surveillance renforcée ou coronectomie. Dans tous les cas, il est important de faire signer un consentement éclairé avec votre patient. En bonus, que faire des dents de sagesse en prévention orthodontique? Appuyé bien sûr par les données scientifiques. La dent de sagesse est souvent pointée du doigt comme un facteur de récidive orthodontique, notamment au niveau des incisives mandibulaires, avec un encombrement qui peut être important. Pourtant, les données scientifiques sur ce sujet restent controversées. Aucune preuve formelle n'a pu être démontrée que la dent de sagesse est à elle seule responsable d'un resserrement antérieur post-orthodontique. Cependant, plusieurs études cliniques et des observations de terrain suggèrent qu'en cas d'espace réduit en secteur postérieur, la poussée éruptive des dents de sagesse peut exercer une pression distale sur la deuxième molaire, contribuant à l'effet de désalignement. Qu'est-ce qu'elles recommandent les sociétés savantes? L'extraction préventive des dents de sagesse en fin de traitement orthodontique n'est pas systématique. Elle peut toutefois être extraite si elle rentre dans l'arbre décisionnel expliqué juste avant. Dans tous les cas, la coordination avec votre orthodontiste est essentielle pour décider si la dent de sagesse constitue un risque réel de récidive ou si une simple surveillance est suffisante. Au final, il n'y a pas de réponse automatique. La bonne décision, c'est celle qui prend en compte à la fois le risque biologique réel lié à la dent de sagesse et les préférences du patient une fois qu'il a été bien informé. Ce qui compte, c'est de tracer vos décisions dans le dossier
et de revoir le patient régulièrement. C'est ça la base d'une prise en charge rigoureuse et d'une sécurité médico-légale solide. Si vous avez apprécié ce décryptage complet sur les dents de sagesse, likez la vidéo pour soutenir ce contenu de qualité, je l'espère. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos cliniques fondées sur les dernières recommandations. Et surtout, partagez un commentaire, votre conduite actuelle face aux dents de sagesse asymptomatiques, extraction préventive ou surveillance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.